Bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir dans cette session qui va parler de tech, bien sûr, puisqu'on est à la mêlée numérique, mais aussi et surtout d'innovation managériale. Et les deux sont intimement liés. Vous allez le voir dans notre propos avec Guillaume Tastet, qui est à côté de moi. Moi-même, Luc Breton, je vais commencer par me présenter, puis je vais passer la parole à Guillaume. On va faire cette présentation à deux. Et au-delà d'une présentation, on aimerait avoir un maximum d'interaction avec alors, ceux qui sont présents sur place, puisqu'il y a une prime à être présent ici avec nous. Et on va essayer d'échanger ensemble. Donc, soyez pas timides, profitez-en. Nous, on sait forcément ce qu'on a à dire aujourd'hui ou les sujets qu'on va aborder, mais l'interaction et les questions que vous aurez seront très utiles à la richesse de nos débats, et puis à donner des exemples si vous en souhaitez, parce qu'on en a beaucoup. Luc Breton, donc pour ma part, je suis le dirigeant de NextGen, qui est une société qui anime une communauté internationale de leaders sur deux sujets qui sont intrinsèquement, consubstantiellement liés, à savoir l'innovation managériale et l'impact social et environnemental, puisque une des convictions que l'on a chez NextGen, c'est qu'on ne peut pas développer l'un sans l'autre. C'est-à-dire que si vous avez un super management sans réaliser d'impact, c'est dommage, les talents vont fuir tôt ou tard, et réciproquement. Donc on pense que ce lien est aujourd'hui nécessaire pour attirer, mais aussi garder, fidéliser les talents. Voilà, donc on est institut de formation, on accompagne des COMEX ou des comités de direction d'entreprise qui veulent pivoter vers ces modèles de gouvernance plus partagée, plus participative, plus autonome, plus responsabilisante, plus engageante pour les talents dans l'organisation. Et on anime un certain nombre d'événements tout au long de l'année, à l'international, mais aussi en France, avec ces leaders et puis avec vous si ça vous intéresse. On est partenaire d'une société brillante qui est établie à Toulouse, où on vient régulièrement parce qu'on bosse ensemble avec Guillaume, qui s'appelle OpenDecide, mais Guillaume, évidemment, présentera mieux que quiconque OpenDecide. Bonjour à tous, donc moi je suis Guillaume Tastet, le CEO et cofondateur d'OpenDecide. Donc on est une startup qui est basée non loin d'ici, au village Baïséa, à 300 mètres d'ici. Et nous, on a la raison d'être d'OpenDecide, c'est comment on peut développer aujourd'hui des outils technologiques pour pouvoir accélérer la transformation des modes d'organisation. La croyance qu'on a, c'est que la conviction qu'on porte, c'est qu'en fait, on n'a pas suffisamment utilisé l'outil numérique pour pouvoir compiler toutes les données scientifiques qu'on a aujourd'hui sur comment on transforme une équipe et son fonctionnement, pour pouvoir derrière transformer plus rapidement le monde et les organisations. On a lancé une première plateforme donc en 2019 aujourd'hui, donc on est une société tech, on développe une solution en ligne qu'on a aujourd'hui déployée sur un peu plus de 1700 personnes, donc ça représente un peu plus de 17 000, 18 000 personnes. Et donc aujourd'hui, on accompagne des équipes, principalement en France, mais on commence à l'Europe et à l'international, pour aider des équipes finalement à faire un diagnostic d'équipe et être en capacité derrière de pouvoir réaligner les modes de fonctionnement qui sont souvent très désalignés au sein des organisations, et derrière mesurer la performance qui est associée, mais d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire qu'on a compilé dans la plateforme, et ça c'est une des convictions aussi qu'on porte, c'est que les nouvelles générations ont un enjeu qui est celui de compiler tous les savoirs qui ont été faits au préalable, et en particulier toutes les données scientifiques qu'on a pu collecter depuis au moins les 80 dernières années, c'est-à-dire finalement qu'est-ce que c'est qu'un groupe d'humains qui fonctionne bien aujourd'hui du point de vue scientifique à l'échelle mondiale. Et ça, je pense que c'est une des convictions qu'on porte, c'est qu'il faut s'appuyer sur l'ensemble des données qu'on a à notre disposition pour transformer le monde et tenter de ne pas refaire les mêmes bêtises que dans le passé sur ce sujet. Voilà. Merci Guillaume. Donc on partage le fait qu'on est des acteurs de la recherche. Nous, chez NextGen, on encadre des travaux de recherche sur le lien entre gouvernance et performance, sous-entendu collective. Vous faites ça aussi chez OpenDecide, qui est à l'initiative de beaucoup de chercheurs et dont l'algorithme a été mis en place par un certain nombre de chercheurs. Ouais, on a travaillé principalement avec Toulouse School of Management et l'EM Lyon aussi, avec des UMR du CNRS, pour compiler justement tous les travaux de recherche sur... finalement, on prend un groupe d'humains, un groupe de travail de 12-13 personnes ou de 20 personnes, on les met ensemble. Il faut qu'elles travaillent ensemble, ces personnes. Quelles sont les conditions qui sont nécessaires pour faire que le groupe fonctionne bien aujourd'hui? Et ce que les scientifiques ont découvert depuis les années 1940, c'est que c'est assez fabuleux, parce qu'on commence à avoir une idée de plus en plus précise du fait que une équipe, pour bien fonctionner, elle a à peu près besoin de toujours des mêmes choses. Et quel que soit son niveau d'ailleurs dans la hiérarchie
ou dans les secteurs d'activité. C'est-à-dire c'est juste un groupe d'humains qui doivent travailler ensemble. Et donc il y a des conditions, on commence à avoir une idée maintenant des conditions nécessaires pour faire fonctionner correctement un collectif. Et ça, c'est super, parce que ça veut dire qu'on va sortir finalement de management qui jusqu'à là était au talent du manager, et qui était très difficile à mettre en place, vers des modèles où on va pouvoir itérer et mettre en place des modèles de fonctionnement qui seront sains et durables, du coup, quelles que soient les personnes. Et ça, c'est génial. Ça. Alors, les sociologues disent aujourd'hui beaucoup, si vous les lisez, finalement, le talent, c'est la capacité de mettre ses compétences ou sa compétence au service du collectif. Alors, c'est très fort, ça veut dire que vous pouvez recruter les meilleurs joueurs du monde en foot et avoir une équipe qui dysfonctionne. Voilà, je pense à personne en particulier en disant ça, mais vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Donc ça n'est pas une histoire que de moyens ou de capacité à attirer les meilleurs. Il faut encore que ces gens-là arrivent à bosser ensemble, à fonctionner. Et c'est ça l'alchimie du management. Et moi, j'ai fait 25 ans de management dans ma vie. Je suis un vétéran. J'avoue que j'ai adoré ça, parce que c'était vraiment une passion. On aime ou on n'aime pas le management, hein, ça ne s'apprend pas à l'école. Hein. D'ailleurs, il y a 2 impostures dans les écoles dites de management, c'est qu'elles n'apprennent pas le management, et puis on les appelle aussi les écoles de commerce, et elles n'apprennent pas à vendre. Parce que la vente comme le management, ça ne s'apprend pas, ça s'expérimente, ça se vit. Et on itère en permanence avec beaucoup d'humilité, parce que c'est très compliqué. Et donc, pour revenir au sujet du fonctionnement de l'équipe, le grand sujet de performance opérationnelle des entreprises aujourd'hui, c'est pas de rajouter un processus ou des règles géniales en plus. Il y en a déjà trop. Les gens sont écrabouillés par les processus, par les règles, par les contraintes juridiques, les normes, etc. C'est un enfer. Plus l'entreprise est grande, plus c'est un enfer. Ça n'est pas de rajouter des logiciels, c'est bien d'arriver à faire fonctionner les gens, les humains, ensemble. Et c'est ça qu'on adresse aujourd'hui dans cette conférence, c'est comment on donne aux managers ou aux leaders, hein, il y a de plus en plus de gens qui n'aiment plus utiliser tellement le mot de management, parce que l'étymologie du mot de management, c'est un terme équestre qui veut dire apprendre un cheval à marcher au pas dans un corral, donc ça s'apparente au dressage. On peut rêver de mieux dans l'entreprise au XXIe siècle, mais bref, passons là-dessus. Et donc c'est comment on donne aux managers ou aux leaders une lecture de ses angles morts, ce qu'il ne comprend pas sur le fonctionnement de son équipe ou que son équipe n'ose pas lui dire. Oui. Et justement, avec l'algo que tu as mis au point avec ton équipe, sur la base des recherches que tu as évoquées, on arrive à factualiser les choses, à dédramatiser et à finalement débriefer collectivement un constat à partir duquel on va s'améliorer. Oui, exactement. Et ce qui est... En fait, au-delà de l'usage de l'informatique pour pouvoir permettre de pouvoir faire des constats et de pouvoir améliorer des équipes, je pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui de pourquoi les équipes aujourd'hui ont un tel... et pourquoi le lien humain, en fait, il est aussi important aujourd'hui, et pourquoi les équipes deviennent importantes. Parce que jusqu'à là, on pouvait reposer, on va dire, c'est plutôt la robotisation qui a depuis les 300 dernières années, en fait, il y a une robotisation qui s'est faite. C'est-à-dire qu'on est venu accélérer le fait de industrialiser, mettre des machines d'abord dans le monde physique et puis maintenant dans le monde digital. Donc ça veut dire qu'on est venu mettre en place des systèmes automatiques qui ont changé la manière d'interagir. Je pense par exemple à la transformation du travail aujourd'hui qui est en cours, c'est-à-dire que jusqu'à là, il y avait une vraie transformation en matière de... On transforme les flux physiques, ok, on met des machines, ça permet d'avoir, au lieu d'avoir besoin de 10 travailleurs, j'ai besoin de plus que d'un. Sauf que maintenant, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on a des logiciels, mais qui sont rien de plus que, pareil que les tracteurs dans les champs, c'est-à-dire que ça vient faire un travail, un gain de productivité de dingue, mais sur des processus internes dans les organisations. Donc ça pousse à la question de savoir, mais au final... en quoi ils vont servir finalement les gens qui restent. Et c'est là où on a poussé justement vers le fait que les gens, on va les faire travailler plutôt sur quoi ? Sur du lien social, sur de la relation client, sur du succès pour les clients, c'est-à-dire finalement travailler ce qui fait la particularité de l'humain, les émotions, la créativité, l'innovation, cette capacité de décalage que n'ont pas les machines.
Même si on rêve encore de l'intelligence artificielle, etc., on en est très 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 loin dans la réalité. Et dans tous les cas, il y a besoin d'humains pour parler avec des humains, et c'est ça qui est fabuleux. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait le business à travers le monde. Même si les Américains disent le contraire, il n'y a pas plus social quand même que beaucoup de personnes et de cultures dans le monde. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir comment on redonne le pouvoir au collectif finalement et aux équipes de travail pour pouvoir faire qu'on a des collectifs qui sont bien et performants et qui sont en capacité de servir le monde de manière saine aussi et pas asservis par des machines derrière. Enfin, en tout cas, moi, c'est la conviction que je porte sur ce sujet. Et OpenDesign s'inscrit là-dedans, bien sûr. Toi, je ne sais pas ce que tu en penses sur ce sujet. Non, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. On a prédit la fin du travail. C'est Jeremy Rifkin, je crois, qui avait fait le premier bouquin qui s'appelait La fin du travail il y a déjà longtemps. Aujourd'hui, on ne trouve plus assez de mains pour les métiers manuels, pour les métiers du service, les métiers du service à domicile, des services à la personne, des services tout court. Je pense qu'on est les hommes préhistoriques du service, en réalité, et qu'il y a des besoins immenses. Parce que les gens sont de plus en plus isolés, que la technologie, mine de rien, moi je suis un pur produit j'étais patron de l'innovation d'Orange avant, donc la tech, j'adore ça, hein, mais ça isole quand même beaucoup de gens. On peut dire ce qu'on veut, on peut adorer la tech, on ne peut pas ignorer que ça isole les gens, que ça les met dans des tunnels de consommation parfois un peu abrutissante de contenu, et le temps de cerveau disponible, le fameux de TF1, exprime bien ça. Et donc, oui, on va avoir besoin de plus en plus de relations humaines, d'empathie, d'intelligence, de créativité, de moments physiques où on se voit et où la sérendipité va jaillir. Et tout ça, c'est les nouveaux enjeux du management aussi, ou du leadership en entreprise, avec un changement de posture. Le manager qui a souvent été en surplomb de son équipe est en train de passer en support, en co-animateur, une voix parmi son équipe, et non pas le chef suprême qui commande et puis l'équipe qui exécute. Ce que je décris paraît caricatural, mais est encore la norme dans tellement d'entreprises, et je crois qu'on l'a tous vécu dans nos carrières, où si on a quelques cheveux blancs, on l'a tous vécu, c'est sûr, à 100%. Et donc, c'est quand même pas ce dont on rêve pour l'avenir des organisations. En tout cas, c'est pas l'aspiration des gens au travail. Et ce qu'on affirme aujourd'hui avec Guillaume, parce qu'on partage cette conviction extrêmement forte, c'est que le premier gisement de productivité dans les organisations aujourd'hui, il se joue sur cette capacité des compétences à travailler ensemble, et il se joue à une maille qui est très peu outillée aujourd'hui et explorée par le numérique, qui est la maille des équipes. Alors typiquement, dans une organisation, il y a deux types d'équipes. Il y a l'équipe hiérarchique que tout le monde connaît, qui est la norme standard, et il y a une équipe qui est en train de monter en puissance extrêmement fort dans toutes les organisations et dans tous les écosystèmes, puisqu'aujourd'hui les organisations sont de moins en moins réduites au cœur de leurs salariés, mais de plus en plus en écosystème. C'est les équipes projets, les équipes transverses, qui ont d'ailleurs une durée de vie éphémère, c'est-à-dire qu'elles se créent pour les besoins d'un projet qui a un début et qui a forcément une fin. Sinon, ça n'est pas un projet, c'est autre chose. Et donc, on n'est pas crispé quand le projet s'arrête, c'est juste la vie des choses. Moi, je disais à mes équipes chez Orange, je disais, le premier qui vient me voir en me disant « il faut que j'arrête mon projet parce qu'il va dans le mur et il coûte trop cher », je le félicite au lieu de lui dire qu'il a échoué. Bravo. Et donc, cette montée en puissance des équipes projets est très intéressante. Et les deux sont adressés par... chez OpenDesign avec des questions particulières. Et donc, on pense que vraiment, la productivité des équipes peut être nettement améliorée. Aujourd'hui, je pense qu'on utilise l'intelligence des individus dans les organisations peut-être à 40%, je pense que c'est le maximum. On pourrait facilement aller chercher 70% de la capacité créative, de proactivité, d'innovation, le génie humain en fait, des gens qui sont dans nos équipes. En fait, comme on les prend pour des idiots, on utilise à 40% dans le meilleur des cas, ce qui génère de la frustration, du désengagement, des burn-out et tout ce que vous connaissez, les maladies du travail. Donc on pense que ça, on peut aller le chercher, et on peut aller le chercher partout, et que les organisations qui vont s'emparer de ce sujet seront différenciantes sur le marché de l'emploi. Voilà. Alors peut-être pour engager la conversation tous ensemble, déjà, est-ce que ce qu'on a dit là, parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses et on a abordé des concepts
hyper importants, très lourds, desquels on peut discuter pendant des heures sur chaque concept. Est-ce que vous avez déjà des remarques par rapport à ce qu'on a dit? Est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent? Est-ce qu'il y a des choses que vous confirmez par votre expérience? Et puis si vous n'avez pas de réponse à cette question, je vous en propose une autre, c'est de nous dire, peut-être un par un, en prenant la parole, on peut faire circuler un micro, c'est quelle serait la caractéristique pour vous d'un, appelons-le management, comme ça tout le monde comprend ce dont on parle, mais d'un management innovant. Ça se caractériserait par quoi? Voilà. Et par rapport à ce qu'on a dit, est-ce que vous avez des questions? On peut peut-être faire circuler le micro à chacun. Voilà. Il y a monsieur qui veut bien démarrer, il est super sympa parce que c'est toujours le sujet du début. Ouais, on va donner la pousse. Bonjour, je me présente rapidement. Donc Rémi Legrange, je travaille à la SNCF. Je vais m'arrêter là, mais une organisation complexe. Je vais essayer de répondre à la première question. En fait, vous exposez effectivement une capacité à analyser les données, j'allais dire un peu pour modéliser une organisation efficace, donc qui sous-entend un peu des rôles types. Alors, je suis très sensible à la notion de pas forcément parler de manager, plus de leader, et puis un rôle du manager qui évolue. Justement, il y a presque quelque chose d'un peu antinomique pour moi, mais ça c'est ma vision, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que le management est compliqué. Souvent, c'est un rôle qu'on attend, c'est associé à un poste, alors que j'ai presque envie de dire qu'en fait, c'est l'inverse. Pour moi, le management, ça doit être une sensibilité personnelle. Souvent, on va forcer des gens à devenir managers et ils n'ont pas cette sensibilité. Ce qui crée souvent les difficultés dans les organisations parce que du coup, frustration avec l'équipe, parce qu'on ne sait pas se comporter. On parlait de la robotisation, manager va être robotisé aussi, il va imposer et il ne sait faire que ça. Et donc justement, c'est comment vous travaillez sur un peu cette dichotomie entre ce côté, on essaye de modéliser, alors que j'ai presque envie de dire que pour moi, c'est presque une sensibilisation, c'est-à-dire que on est sensible et on peut être manager et bien s'adapter. On n'a pas cette sensibilité, ce qui n'est pas un crime en soi, et on va nous forcer à être manager alors qu'on échouera parce qu'en fait, on n'est pas fait pour. Alors déjà, je pense il y a beaucoup de gens dans les RH qui ont dit ouais, il faudrait vraiment que ce soit que les personnes qui sont motivées pour devenir manager qui deviennent managers. Bon, la réalité des faits aujourd'hui, c'est que la plupart des managers, ils sont montés parce que c'était le chemin de parcours classique. Bon. De facto, on se retrouve avec des gens qui sont principalement toujours des experts métiers parce que du coup, ils sont montés tout en haut de la ligne hiérarchique du point de vue métier et du coup, ils basculent côté management. Donc, on a des néophytes en matière de management. Voilà. La réalité aussi, c'est qu'on a beaucoup de mal à former des managers aussi à côté. Et malgré toutes les formations, etc., on a un vrai sujet parce qu'il semblerait que ce soit un métier qui s'apprenne, qui est très humain et qui s'apprenne sur le tas, c'est-à-dire au final, sur le terrain, de faire des choses avec ses équipes, et finalement. L'enjeu, c'est d'aider comment... donc le jeu en tant que manager, c'est comment... Le but, c'est de gagner en maturité le plus rapidement possible en tant que manager pour bien manager ses équipes. Déjà, le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps. Et le deuxième, c'est qu'on se blesse dans ce processus. Les équipes se blessent, mais les managers se blessent aussi, parce qu'en tant que manager, forcément, on fait des essais et des erreurs, et qu'on se blesse énormément. Il y a plein de managers qui d'ailleurs, certains disent « Non, c'est mort, j'arrête d'être manager parce que ça m'insupporte, quoi, parce que c'est trop dur. Psychologiquement, j'y arrive pas. » Et donc, là où la technologie doit aider, c'est de ne pas être dans une logique d'imposition, de dire « Ah, mais il faut que tu utilises tel ou tel et tel modèle. » L'idée de la technologie, c'est justement d'être en capacité de transcrire des attentes au niveau d'une équipe, de pouvoir dire voilà, pour répondre à ces attentes, voilà l'ensemble des choix possibles, disponibles, pour permettre au mieux de répondre aux attentes de l'équipe. Et en fait, c'est vraiment comme en fait à l'époque on avait des sortes de conseillers du roi, et je pense que la technologie sera un jour en capacité de pouvoir être conseiller des managers. Alors, ça n'empêchera pas en plus d'avoir des accompagnements humains pour gérer toute la partie émotion, qui est quand même une dimension importante et qui ne peut être gérée que par des humains. Mais cette capacité à pouvoir avoir une vision claire et pragmatique de la situation, sans forcément que la technologie nous dise « Ah, mais la seule solution en mode gros cabinet de conseil, c'est la solution A ou c'est la solution B », non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Il faut avoir le choix. Et il ne faut pas être dogmatique aussi. C'est-à-dire que ce qu'on a découvert avec OpenDecide, et ça c'est très intéressant aussi, c'est que finalement une équipe qui est performante, c'est une équipe qui est avant tout alignée sur ses processus de travail. Ça veut dire que quel que soit le modèle le mode de management qu'on a, que ce soit un modèle qui est plutôt centralisé ou décentralisé, ça dépendra beaucoup de
dans quelle période de temps on se trouve, la nature des tâches aussi, la maturité de l'équipe. En fait, ce qui va compter, c'est est-ce qu'au final, en tant qu'équipe, on bosse comme on souhaiterait bosser à l'idéal. Et en fait, quand on pose cette question finalement aux équipes, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'équipes qui disent en fait, non, on a créé un... Déjà, on se blesse constamment. La manière dont on gère nos réunions, c'est une cata. La manière dont on définit nos objectifs, ça ne va pas du tout. La manière dont on gère nos tensions, on parle dans le dos les uns des autres, ça ne va pas non plus. La manière dont on va gérer les activités, ça ne va pas non plus. Enfin, et du coup, il y a juste souvent des attentes qui ne sont pas exprimées, qui ne sont pas alignées avec la réalité. Et donc, résultat, ça crée des frustrations, ça détruit la cohésion et l'esprit de corps dans les équipes. Et en plus, souvent, ça pose des problèmes de on n'arrive pas à produire ce qu'on devrait produire ensemble. Et donc, pour moi, la technologie, elle doit venir en aide de cette manière-là et pas forcément en imposition. Je pense que c'est important. C'est la technologie qui doit aider l'homme et pas l'homme qui doit aider la technologie. Je pense qu'il faut le prendre comme ça aussi. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui pensent différemment. Et voilà. Donc, je sais pas ce que... Puis me permettre, puis après je passerai le micro. C'est une petite question complémentaire. Donc, faire l'analogie du sport et puis la notion collective qui est un peu mise en avant. Est-ce que en fait, vous détectez aussi... comme le sport, l'analogie, c'est que finalement, un capitaine, il est rarement choisi par hasard et il est souvent presque choisi par son groupe. Oui. Et donc finalement, si on retranscrit ça dans la vie de l'entreprise, on promue un manager. J'ai presque envie de dire que le manager, naturellement, il est choisi par le collectif. C'est-à-dire c'est celui qui va effectivement avoir cette sensibilité, se dégager, créer une adhésion. Et donc presque être dans un système un peu inverse où c'est pas on le choisit puis il impose auprès de l'équipe, c'est presque l'équipe naturellement qui va valoriser quelqu'un qui va prendre cette posture de leader parce qu'il aura l'adhésion. Et ça touche aussi au parallèle de se dire que tout le monde se doit de respecter un peu cette décision collective, de se sentir concerné. Souvent, on rejette la faute, c'est-à-dire qu'on attend au manager qui solutionne tous les problèmes. La réunion ne se passe pas, tout le monde s'en dédouane, et puis le manager, à lui de se débrouiller. Alors que finalement, quand on laisse la place au collectif et qu'il choisit, c'est un pacte, ils s'engagent tous. Donc si la réunion ne marche pas, c'est parce que moi, en tant que collaborateur, j'ai mon rôle aussi. Et que finalement, le bon manager n'est bon manager que si ses collaborateurs le challenge et l'aident à être bon manager. Pas venir là. Non, c'est plein de bon sens et tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Oui, donc ça a été une catastrophe. Alors moi, je l'ai vécu dans un très grand groupe, la nécessité absolue de devenir manager à un moment donné pour progresser. Et puis des concepts totalement dingues comme le time to live. C'est en gros, si tu es 3 ans sur ton job, c'est pas possible de faire 3 ans plus 1 mois parce que c'est pas orthodoxe. Enfin, ce qui est une bêtise sans nom, parce qu'en réalité, on peut être expert toute sa vie sur un sujet et être génial. Et heureusement qu'il y a des experts qui passent leur vie sur des sujets, sinon on n'aurait pas fait de grandes découvertes, probablement aussi nombreuses que dans les siècles passés. Donc il y a des concepts comme ça managériaux totalement hors sol qui sont mortifères. Ensuite, sur ce que vous avez décrit de la capacité des collectifs à faire émerger en leur sein un manager, oui, alors moi je regarde ça de très près, puisque les frameworks, enfin les cadres de gouvernance partagée comme holacratie, sociocratie, organique, organisation, TIL, bon, c'est peut-être des gros mots ce que je raconte pour certains, mais en gros c'est des règles du jeu pour s'organiser en décentralisant au maximum l'autorité. On peut expliquer ça avec une image de subsidiarité. Par exemple, en Suisse, vous savez qu'il y a des votations, il y a des cantons. Enfin, le pouvoir est très, très déconcentré. Non, il n'est pas déconcentré, il est décentralisé, justement. C'est très important de faire la différence. La déconcentration, c'est le modèle préfectoral français qui est à l'opposé, justement. Donc, c'est la décentralisation et c'est le règne de la subsidiarité. Et dans ces contextes-là, on peut être amené, par exemple, à avoir une pratique agile qui s'appelle l'élection sans candidat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de candidat pour un job, et c'est le collectif qui élit en expliquant sa démarche, pourquoi on vote pour cette personne, et avec plusieurs tours dans l'élection. Et ça aboutit, en général, alors moi j'ai beaucoup pratiqué ça et je l'ai vu fonctionner, de mon point de vue, au meilleur choix possible, tout simplement parce qu'on est plus intelligent avec plusieurs cerveaux qu'avec un seul. C'est assez basique. Et l'intelligence collective bat toujours à plat de couture l'intelligence individuelle, sauf dans le cas de Steve Jobs, mais il n'y a pas beaucoup de Steve Jobs sur la planète. On n'en a pas connu beaucoup.
Et puis par ailleurs, c'était un dictateur assez intransigeant en matière de management. Donc oui, ce que vous dites, non seulement c'est possible, ça existe, c'est en train de se développer très fort, et on n'est pas manager contre son gré, en tout cas on ne peut pas l'être efficacement, positivement, c'est une folie, et il faut le sentir, il faut avoir envie de le faire, il faut aimer la relation humaine, il faut aimer être à l'écoute des gens, il faut avoir beaucoup d'humilité. Et c'est pas donné à tout le monde, et c'est pas une critique, c'est pas une faiblesse de ne pas pouvoir manager. C'est juste que chacun a des talents différents. Voilà. En termes d'anecdotes, du coup, pour reprendre à celui, je suis également officier dans la réserve, du coup, réserve militaire. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il faut savoir que dans la Légion étrangère, par exemple, il y a encore cette règle de pouvoir, du coup, élire et démettre un officier de ses fonctions si jamais on va au combat. Et ça arrive parfois qu'un officier soit démis de ses fonctions avant d'aller au combat. Et en fait, c'est quelque chose qui est d'ailleurs été présent dans la piraterie au XVIe siècle, au XVIIe siècle, dans les hordes de Genghis Khan aussi à l'époque, quand ils ont bouleversé toute l'Europe avec des nouvelles techniques militaires qu'on ne connaissait pas jusqu'à là. Et en fait, c'est des choses qui sont très présentes et qui sont ultra efficaces et qui souvent bousculent les systèmes établis. Ouais. Donc ça, c'est clair que c'est un gros sujet de savoir cette légitimité. Par contre, en termes de... Ce qui est important, c'est certes, il y a cette logique d'écoute de l'équipe, mais par contre, c'est aussi, il faut bien faire attention parce qu'on a vu qu'on a connu, en particulier en France, on a connu des systèmes qui jusqu'à là étaient très centralisés, très centralisateurs et très dans le contrôle. On a une problématique de gestion des erreurs en France qui fait qu'on a surdimensionné toutes nos capacités de contrôle et de surveillance qui aujourd'hui coûtent plus cher que si on faisait faire l'essai les conneries. Donc ça, c'est un autre sujet encore. Mais finalement, ça nous revient dans la figure sur certains aspects. Mais le rapport à l'erreur, il y a sans doute encore un travail à faire dans la culture française et nous on le voit dans la plateforme, c'est il y a plusieurs choses qui remontent, mais la gestion de l'erreur aujourd'hui en France, elle est très compliquée et à tous les niveaux, hein, là, au niveau des plus hautes hiérarchies jusqu'aux managers de première ligne et leurs équipes. Et ce n'est pas forcément que lié aux managers, parce qu'on a formé les managers à la gestion des erreurs. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on leur a dit « vous punissez pas l'erreur, vous êtes dans une logique d'apprentissage des erreurs avec vos équipes ». Sauf qu'on se rend compte qu'en fait, c'est qu'il aurait fallu former pas que les managers, mais aussi les membres d'équipe. Parce qu'en fait, les membres d'équipe, entre eux, se font des remarques et se tirent dessus dès qu'il y en a un qui fait une connerie. Alors des fois, c'est juste de manière très subtile, on va dire. Et des fois, c'est beaucoup moins subtil. Plein d'exemples en tête sur des contextes assez marrants où c'est là où ça va direct, quoi. Ça tape dur, quoi, et il faut baisser la tête, quoi. Et donc ça, je pense que le vrai sujet, pour moi, il va être de deux ordres dans le futur. Le premier, c'est la manière la manière de faire le leadership. Il est évident qu'aujourd'hui, le meilleur leadership, c'est un leadership qui est à la fois qui est au service du coup de son équipe, qui est clairement au service de son équipe. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qui va changer. À mon avis, dans le futur, c'est être au service de son équipe. Et effectivement, là, ça demande une certaine dose d'humilité et le fait de ne pas se mettre en avant et d'être au service de son équipe. Donc là, ça va changer aussi les manières dont on fait la promotion des managers. Comment on fait faire monter l'humilité? Je ne suis pas sûr que c'est un critère forcément pour monter ou descendre dans les hiérarchies, quoi, dans les critères, dans les leadership modèles. Moi, j'aimerais bien le voir plus, l'humilité. Enfin, je suis très sensible à ça, mais je pense qu'en fait, c'est pyramidal. Pour que ça marche, il faut qu'en fait tout le monde soit régi au même niveau de sensibilité. C'est-à-dire qu'effectivement, un manager sensible, très à l'écoute, en humilité, qui valorise son équipe au détriment de soi-même parfois, mais qui quelque part réussit parce qu'il fait tourner la boutique, il faut qu'au-dessus, on ait la même sensibilité, la même approche. Et c'est là où ça peut coincer. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être perdant, alors pas pour l'équipe, parce que c'est aussi une fierté, mais on peut être perdant dans une gestion de carrière, dans une reconnaissance, parce que si ça ne suit pas au-dessus, ce n'est pas les critères, entre guillemets, imposés, donc quelque part, on ne s'y retrouve plus. Je pense que ça c'est un des grands sujets pour moi dans l'évolution des systèmes RH, justement, que ça soit mieux intégré sur la ligne. Oui, et pour revenir sur ce que j'ai dit au tout début en se présentant, le fait que les organisations de plus en plus se dotent d'une raison d'être et d'une mission. Alors certes, il n'y a pas beaucoup de sociétés à mission encore en France, mais il y a quand même de plus en plus d'entreprises de premier plan qui veulent attirer les talents, qui vont chercher des labels RSE, des labels B Corp, des labels entreprises à mission, etc., ou des labels sectoriels qui disent la même chose. À partir du moment où votre mission elle a un impact positif sur les fractures sociales ou environnementales, ou les deux en même temps,
vous allez avoir besoin d'adapter la gouvernance parce que les gens qui veulent œuvrer pour le bien, hein, ils ne veulent pas le faire avec un modèle managérial du passé, daté, avec une hiérarchie de personnes qui génèrent de la politique, des tensions, toute une série de shadow organisations délétères. Ils veulent des hiérarchies plutôt d'équipes, plus plates, des gouvernances très transparentes, mais à la fois très précises. On ne veut pas hésiter sur qui a le rôle de quoi, qui a la responsabilité, et ils veulent, je pense, ne plus être micromanagés. C'est-à-dire ils veulent disposer d'une autorité sur leur domaine de responsabilité, et le soir, quand ils rentrent chez eux, ils veulent pouvoir dire à leur compagne ou à leur compagnon je pense que ma journée a été utile. Et ça, honnêtement, si vous demandez aux gens que vous connaissez si le soir, quand ils rentrent chez eux, ils peuvent se dire ça, et combien de soirs ils peuvent se dire ça chaque semaine, je pense que la réponse est assez négative, en fait. Hein. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative pour les entreprises que de basculer dans des systèmes qui réconcilient nos trois personas. Finalement, on est à la fois des employés, enfin des salariés pour la plupart, on est des citoyens et on est des consommateurs. Et on n'a pas envie d'être schizophrène entre ces trois personas quand on est au boulot, quoi. Donc on a envie de faire le bien pour la société parce qu'on est citoyen et on a envie de faire des produits qui n'ont pas une obsolescence programmée à 6 mois parce qu'on est aussi des consommateurs. Et donc tout ça doit pouvoir se réconcilier. C'est pour ça que je pense, enfin, je parle pour toi Guillaume aussi, je pense qu'on est très positifs nous parce qu'on voit que quand même les choses changent, sont en train de changer très vite. Et nous en France, on est très très mal placés parce que on est les héritiers on en parlait juste avant la conférence, de Napoléon, de Descartes, de Colbert. Bon, alors évidemment, c'est très centralisé, c'est très vertical tout ça. C'était très moderne à leur époque. Hein. Moi, je ne dis pas que Napoléon, enfin, je pense que ce qu'il a laissé comme héritage, c'est juste dingue. Mais sauf que c'est totalement daté aujourd'hui, ça n'est absolument plus adapté. Et le monde est trop complexe. Donc, on a besoin d'être dans des organisations adaptatives qui ont des gouvernances modernes. Voilà. Et c'est... Et sur la gouvernance moderne, il y a peut-être trop d'emphase pour moi qui est mise sur l'individu. Enfin, c'est un peu contre-culturel ce que je suis en train de dire, parce qu'aujourd'hui, toute la culture mondiale est autour de vous, en tant qu'individu, vous êtes important, et en particulier en France et aux US, c'est hallucinant. Cette surindividualisation de la société, et c'est une connerie, désolé du mot, mais absolue, parce qu'on est des êtres sociaux, sociaux, pardon, même c'est encore mieux, ils sont, en fait, on est amené à travailler en collectif, et c'est ça que d'ailleurs les jeunes générations, d'ailleurs, je ne peux pas parler pour les plus anciennes, mais en tout cas pour ma part, pour ma génération, l'une des questions qui était posée en ligne aussi, c'était est-ce que la crise de l'emploi actuelle serait liée en partie à un problème de culture du management? Ben, j'ai envie de dire, la réponse est oui, parce qu'aujourd'hui, est-ce que les gens ont envie juste d'avoir un job et individuellement gagner leur gagne-pain, ou est-ce qu'ils ont envie d'être dans des collectifs qui fonctionnent bien, où ils peuvent s'épanouir, où on va pouvoir réaliser des projets qui sont ambitieux ensemble? Ben, la réponse c'est ça, en fait, la réponse est oui aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on remette du collectif là où aujourd'hui on est tombé dans une forme d'individualisme forcené qui est en train de nous tuer à petit feu, je pense. Voilà. Question suivante. La métaphore autour du sport et de l'équipe que de stars. Je me souviens qu'il y avait un graphe qui montrait une étude américaine en MBA, qu'il y avait une courbe de Gauss en fait sur les résultats. Un talent, une star et une équipe, ça marche. 2, 3, et puis au bout de 5, ça commence à baisser. Le rendement terrible. Voilà. Moi, je suis très, très interpellé par ce que vous dites autour de on va donner au manager les informations qu'il n'a pas. Oui. Je trouve que c'est un vrai point. Donc, j'aimerais bien savoir concrètement ce que ça veut dire et où le numérique intervient. Et puis ensuite, on a parlé beaucoup d'entreprises libérées, de nouvelles façons de manager. Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre encore sur les épaules du manager, qui maintenant doit être super humble, oui, mais en même temps influenceur? Oui. C'est pas le mal alpha, alors qu'on a tendance à quand on doit élire quelqu'un, on prend le mal alpha, celui qui est, voilà.
Donc ce nouveau manager, est-ce qu'il faut avoir des qualités extraordinaires humaines, ou est-ce qu'il y a une manière de faire qui fait que ça peut couler un peu plus? Je pense que la plupart, déjà, le premier constat, c'est que pour avoir rencontré beaucoup de leaders dans le cadre de nos fonctions, etc., la plupart des gens, ils veulent bien faire leur travail, et en particulier les managers. Après, c'est pas évident pour beaucoup de managers de reconnaître qu'ils sont incompétents, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont face à la difficulté de devoir manager un collectif et de faire fonctionner un collectif, et ils n'en ont aucune idée de savoir comment ça fonctionne. Enfin, construire une centrale nucléaire, bon, ok, on sait faire. Lancer des satellites dans l'espace, ça, on sait faire. Mais franchement, manager un collectif, chaud, quoi. Et donc là, il y a un vrai sujet aussi derrière effectivement, je pense que les managers aujourd'hui, ils sont bien là où ils sont, et souvent les gens qui montent qui sont managers et qui veulent bien faire leur boulot, ils ont un cœur de serviteur, ils ont envie d'y aller. La majorité des gens, ils sont bons. Franchement, on n'a pas rencontré vraiment de méchants, en vérité. Par contre, si dans le processus, les gens se blessent, là, c'est différent. Ou s'il y a de l'orgueil qui se met à l'intérieur, et ça, c'est un autre problème encore, là, effectivement, il faut lutter contre ce genre de dérive dans les organisations. Pour répondre donc pour moi, les managers aujourd'hui, ils sont bien. On devrait juste, par contre, effectivement, les équiper, leur donner plus de clés de lecture. Et donc ça, c'est par exemple, c'est les éléments qu'on analyse dans la plateforme. Aujourd'hui, on analyse 2 dimensions principales dans la plateforme à partir d'un questionnaire qui prend entre 15 à 20 minutes à compléter par l'ensemble des membres d'équipe. C'est que des questions qui sont validées scientifiquement. Et en fait, on est en capacité d'analyser 2 choses. La première, c'est l'alignement en termes de processus de travail. Donc la colonne de gauche, ici, cette colonne, c'est la colonne qui va permettre de pouvoir voir comment les processus de travail aujourd'hui fonctionnent, comment ils sont perçus par l'équipe, et la colonne de droite, comment l'équipe souhaiterait fonctionner demain. Et ça, c'est l'équipe qui le définit. Ce qui est important ici, c'est qu'il n'y a pas d'équipe qui est à 100% dans un modèle complètement distribué autonome ou complètement directif, où tout est centralisé par le manager. En fait, le contrat de fonctionnement, souvent, c'est un mixte. Comme on a un mix énergétique, on a un mix de fonctionnement d'équipe. Et c'est hyper intéressant. Et ça, il fluctue en fonction de toutes les équipes. On n'a pas une équipe qui a le même mode de fonctionnement d'une à l'autre. Ça dépend, c'est très varié. Et ça dépend du processus de travail que l'équipe souhaite, la manière de travailler. Mais ça, derrière, ça va avoir un lien et avoir aussi une causalité. Alors les 2 s'influencent évidemment, mais ça va produire un certain nombre d'effets sur l'équipe. Et l'équipe, ça va permettre de produire tout un ensemble de prérequis au travail et surtout toute une performance d'équipe. Donc aujourd'hui, les scientifiques, si je dois vous résumer la partie de droite à droite, là, c'est le Graal en matière d'équipe du point de vue scientifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les scientifiques, ils ont à peu près étudié toutes les équipes et ils se disent, au final, c'est toujours la même typologie d'équipe que les gens visent. Ça ressemble à peu près à la même chose. Qu'on soit en Chine, en Amérique, en France, en Europe et ailleurs, ou en Afrique, on cherche tous à avoir des équipes qui atteignent les objectifs constamment, même en face de très fortes incertitudes, qui travaillent en collaboration avec les autres, qui est en capacité de le faire sans ressentir trop de sources de frustration. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire le fonctionnement doit générer le minimum de sources de frustration. Donc, il y a un gros travail d'éliminage des sources de frustration dans les organisations aujourd'hui. Et surtout, ce sont des équipes qui ont mis en place des modes de fonctionnement qui vont générer un très, très haut niveau de paix et d'harmonie entre les membres d'équipe. C'est-à-dire qu'il sera extrêmement facile de partager une idée, partager une erreur, sans se sentir gêné ou à risque de le faire avec les autres membres d'équipe. Et ça, globalement, vous avez plein de modes de fonctionnement pour y arriver. Vous avez des équipes qui fonctionnent en modèle participatif, qui arrivent à atteindre ce que je viens de vous dire, comme vous avez des équipes qui vont vers les modèles autonomes, qui arrivent aussi à le mettre en place. Voilà. Et je pense que ça permet de factualiser. Et bien sûr, ça, c'est une image. Donc, ça veut dire que ça se réactualise. Donc, c'est ça qui est intéressant. Du coup, je réagis aussi. Alors, par rapport à la matrice, est-ce que ça sous-entend, parce qu'on est très tourné donc, vers la notion du collectif et cette notion de leader, très bien, que quelque part, ça a aussi un impact sur les organisations. Parce que si je lis un peu la matrice, je me dis que pour y répondre, et pour y répondre au mieux, ce n'est pas un collectif qu'on fait rentrer dans une organisation et qui potentiellement n'a pas tous les leviers, en tout cas cela, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'en fait, l'organisation, elle va être tournée autour des collectifs pour offrir aux leaders et aux collectifs les leviers nécessaires pour que ça tourne bien. Parce que si je prends tous les critères, dans bien des cas, alors je parlais de la SNCF, qui est une entreprise historique, matricielle, assez complexe, avec un management qu'on a encore un peu du mal à faire pivoter, mais il y a beaucoup de leviers qu'on n'a pas en tant que leader d'équipe. Et donc on est presque en train de se dire que derrière cette notion du collectif, c'est toute une organisation qui doit se réadapter complètement, quoi. Alors on termine avec cette question parce qu'on est au bout de l'horaire malheureusement, et on se reverra pour ceux qui sont intéressés. Ce que vous abordez est majeur, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous lancez ce type d'initiative,
sans avoir la volonté au plus haut niveau de l'organisation d'accepter les résultats et de vouloir les assumer et donner des marges de manœuvre pour bouger vers de l'autonomie si les équipes y aspirent, pour faire simple, mais ça peut être aussi vers du participatif en venant du directif, autant ne rien faire, hein, parce que les gens ne sont pas bêtes, tout le monde est très intelligent, comme je l'ai dit tout à l'heure, on utilise les capacités cognitives des gens au travail très peu. Par contre, ça génère beaucoup de frustration si, une fois que le diagnostic est établi, on n'en fait rien, où on se dit qu'on fait croire aux gens, ce qui est encore pire, qu'on a fait quelque chose. Donc ça va générer une incompréhension absolue. Donc chez Orange, par exemple, ce que j'avais lancé sur des équipes d'innovation assez grandes, pour évoluer vers le self-management ou des organisations à autorité très décentralisée, j'ai pu le faire parce que j'avais un mandat, une protection de ma hiérarchie, puis j'étais assez proche des cieux, qui m'ont permis de le faire. Mais je pense que le faire sans cette protection, sans cette validation, ça peut être, de mon point de vue, à la fois contre-productif et dangereux pour les équipes. Et sur le déploiement, je pense que c'est mieux de démarrer. Dans certains cas, c'est mieux de partir du bas et de remonter. Dans un autre cas, c'est bien de partir par le haut. Parce que nous, on voit sur déploiement, je pense à des grands groupes, par exemple, on a tout un contrat avec tout le groupe pour accompagner toutes les équipes du groupe EDF, par exemple, qui a un grand défi de savoir comment on réorganise le groupe EDF avec les défis qu'on a à l'heure actuelle, hein, sur les différents CNPE, les sites de production nucléaire, etc. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, on a démarré et ils ont été très pragmatiques en disant en fait, on ne pourra pas transformer la manière dont on est en train de gérer nos projets si on ne démarre pas par le haut. Donc, ça veut dire qu'on a commencé par les codir directement, parce qu'on se rend compte que beaucoup des dysfonctionnements, hélas, des équipes qu'il y a sur le terrain sont dus à des incompréhensions et des divisions au niveau souvent des comités de direction. Et en fait, les équipes de direction, c'est le point de départ finalement, c'est ce que eux-mêmes doivent fonctionner en équipe, hein, les équipes de direction. Donc, il faut démarrer par le top, j'ai envie de dire, idéalement. Je crois. Merci à tous et bonne continuation à la mêlée numérique.